Bonjour, bienvenue dans le troisième chapitre du MOOC Management de projet qui prépare à la certification PMP, Project Management Professional. Ce troisième chapitre porte sur le premier domaine de connaissance en management de projet, à savoir le management de l'intégration du projet. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de définir ce que c'est que le management de l'intégration, identifier le rôle clé du chef de projet et le rôle de l'équipe et du commanditaire, les principaux ou les principales parties prenantes, expliquer différentes méthodes de sélection de projets, décrire les processus de gestion de l'intégration et identifier les terminologies clés dans ce domaine. Première chose à retenir dans ce chapitre, c'est que le domaine de connaissance management de l'intégration concerne l'ensemble des groupes de processus. On y trouve alors les processus, élaborer la charte du projet, élaborer le plan de management de projet, diriger et gérer le travail du projet, gérer les connaissances, maîtriser le projet, maîtriser les changements et enfin clore le projet ou la phase. En quoi consiste alors le management de l'intégration? Comme définition, il s'agit ici d'un domaine de connaissances qui vise à unifier, consolider et coordonner les différents processus et activités de management de projet. Par exemple, quand il y a un changement dans le contenu du projet, cela va impacter le budget, les délais, les ressources, etc. Gérer l'intégration, c'est s'assurer d'une harmonie entre les différents domaines tout au long du projet. Pour cela, il est important de définir les rôles des principaux intervenants. Dans l'intégration, le chef de projet, c'est lui qui gère le projet en assurant l'intégration des différentes activités. On parle ici d'activités, c'est-à-dire ce qu'on doit exercer ou exécuter pour réaliser les livrables, et aussi, on parle de processus, ce qui permet de gérer l'ensemble des ressources et des contraintes du projet. L'équipe, quant à elle, son rôle est de réaliser et d'exécuter les activités et les travaux de projet. C'est pour ça, parfois, on parle d'équipe de développement quand on est dans le monde informatique ou d'équipe d'exécution quand on est dans d'autres domaines de management de projet. Le commanditaire, quant à lui, il est souvent appelé maître d'ouvrage ou sponsor, il fournit les ressources nécessaires et protège le projet des changements. Bien évidemment ici, on parle de son rôle dans le cadre de l'intégration. Chaque commanditaire, avant de donner son feu vert pour le lancement d'un projet, il le sélectionne parmi d'autres projets ou d'autres choix. Cette phase de sélection fait appel à différentes méthodes. On distingue des approches mathématiques et des approches économiques. Les approches mathématiques font appel à la programmation linéaire, la programmation dynamique ou d'autres techniques. Les approches comparatives se basent principalement sur les études économiques. Quand on sélectionne un projet en se basant sur des études économiques, généralement, ce qui est conventionnel dans le domaine du management de projet, on mobilise trois principaux critères ou qu'on appelle aussi trois principaux ratios. Le premier ratio, c'est le délai de récupération qui correspond au temps nécessaire au management pour récupérer son investissement dans un projet. Quand le ratio délai de récupération n'est pas assez significatif, le raisonnement un peu plus poussé d'un point de vue financier se base sur un autre indicateur qui est la valeur actuelle nette ou le ratio VAN. Ce ratio est un indicateur de rentabilité plus pointu que le délai de récupération puisqu'il tient compte de la dépréciation de la valeur d'argent au fil du temps. Puis à la fin, on a le taux qui est très utilisé dans l'évaluation des investissements de manière générale, qui est le taux de rendement interne, le TRI, qui donne une idée sur le taux d'intérêt d'un projet par rapport à une simple rémunération sur un placement bancaire par exemple. Dans le cadre d'une certification PMP, il faut noter qu'il n'est pas exigé de maîtriser le calcul de ces indicateurs, c'est-à-dire qu'à l'examen de certification, on va peut-être pas vous demander de calculer la VAN ou de calculer le délai de récupération. Mais vous devez comprendre comment on se base sur ces indicateurs pour sélectionner des projets par rapport à d'autres, en examinant les valeurs des trois ratios. Prenons par exemple, ce tableau-là, c'est un tableau qui pourrait ressembler aux examens qu'on trouve aux questions qu'on trouve dans les examens de certification. Dans ce tableau, vous trouvez deux scénarios. On a un projet A et un projet B. Le projet A présente une VAN de 95 000 $, projet B 75 000 $. Donc, quel est le projet qui est plus intéressant d'un point de vue valeur actuelle nette? Bien évidemment, c'est le projet A puisqu'il rapporte une valeur
cumulative, actualisée, qui est beaucoup plus intéressante que le projet P. Le TRI, il représente, toujours dans notre cas, 13% pour le projet A, 17% pour le projet B, ce qui veut dire que cette fois-ci, c'est le projet B qui est intéressant. Le délai de récupération, il est plus court pour le projet A et plus lent pour le projet B, donc c'est le projet A qui est intéressant. Et le ratio coût-bénéfice, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui est parfois donné à titre indicatif, est le plus intéressant dans cet exemple, dans le projet A et pas dans le projet B. Quand on examine l'ensemble, on trouve que nous avons trois indicateurs qui sont plus positifs pour le projet A, contrairement au projet B qui n'a qu'un seul indicateur positif qui est le tri. La conclusion que vous pouvez tirer dans ce genre de questions, c'est de choisir le projet A puisqu'il présente les meilleurs indicateurs économiques. Passons maintenant à la description des processus nécessaires au domaine de connaissances management de l'intégration. Il est à signaler bien évidemment que le processus, d'abord par définition, est un ensemble d'activités qui transforment des inputs en outputs en se basant sur des outils et techniques et en apportant de la valeur ajoutée. Cette définition globale de processus doit rester à l'esprit tout au long des chapitres qui vont suivre, puisque chaque domaine de connaissance se base sur un ensemble de processus. Le premier processus est un processus de démarrage qui s'intitule « Élaborer la charte de projet ». C'est un processus qui est un processus de démarrage et qui fait partie du domaine de connaissance management de l'intégration. Il consiste à développer un document qui autorise formellement l'existence d'un projet et donne autorité au chef de projet pour affecter les ressources au projet. L'intérêt principal de ce processus est d'offrir un lien direct entre le projet et les objectifs stratégiques de l'organisation qui pourraient être documentés dans d'autres documents. Pour exécuter ce processus, on aura besoin d'un certain nombre de données d'entrée, des inputs, qu'on va transformer en charte de projet, qui est notre output principal, grâce à des outils et techniques que nous allons voir dans ce slide. Les inputs sont d'abord un ensemble de documents business, comme le business case ou le plan de gestion des bénéfices. Ce sont des documents qui sont élaborés généralement bien avant l'autorisation formelle du projet et qui permettent d'apprécier l'intérêt et la pertinence du projet par rapport aux orientations stratégiques de l'organisation. Deuxième input, c'est les accords. Probablement, on a déjà signé des accords ou l'entreprise a signé des accords qui seraient importants pour élaborer la charte de projet. Et puis, nous avons toujours deux inputs qui sont souvent présents et indispensables, qui sont les facteurs environnementaux de l'entreprise et les actifs organisationnels. Bien évidemment, à chaque fois qu'on va gérer un projet, il va falloir se mettre dans le contexte du projet, dans le contexte de l'organisation, ne pas faire table rase sur le capital connaissance de l'entreprise et donc mobiliser tous ces actifs organisationnels, ces processus, ces données historiques, ces informations et ces connaissances, on va dire, cumulées au fil des années. Une description détaillée de ces inputs est disponible dans le guide PMBOK. Les outils et techniques utilisés ici sont le jugement d'expert, la collecte des données qui peut se faire à travers des techniques comme le brainstorming ou des entretiens ou autres, et les soft skills et les réunions, les compétences interpersonnelles et les compétences relatives à l'équipe et les réunions. Le principal output, bien évidemment, reste la charte du projet. Le deuxième processus est un processus de planification. Il s'intitule « Élaborer le plan de management de projet » qui est un plan global. En quoi il consiste? D'abord, comme définition, on dit que le plan de management de projet sert à définir, préparer et coordonner tous les plans subsidiaires et les intégrer dans un plan global de management de projet. Qu'est-ce qu'on entend par les plans subsidiaires? Ce sont tous les plans qui se déclinent de différentes contraintes ou de différents domaines de connaissances, à savoir un plan pour gérer le contenu, un plan pour gérer les délais, un plan pour gérer les coûts, un plan pour gérer la qualité et ainsi de suite, jusqu'à élaborer les plans relatifs à tous les domaines de connaissances. Le plan de management de projet définit la façon dont le projet sera exécuté et maîtrisé, puis clos. Le contenu du plan de management de projet dépend du champ d'application du projet et de sa complexité.
Pour exécuter ce processus, on aura besoin d'un certain nombre d'inputs qu'on va transformer en output, qui serait, dans notre cas, unique output, qui est le plan de management de projet. Les inputs sont la charte du projet, que nous avons élaborée dans le processus précédent, d'autres données de sortie qui pourraient provenir d'autres processus, bien évidemment, qui seront développés au fil de l'avancement dans les activités de gestion de projet, et les deux indispensables facteurs environnementaux et actifs organisationnels. Quant aux outils et techniques, on va se baser sur le jugement d'experts, la collecte de données et les compétences interpersonnelles et réunions, comme tout à l'heure dans le processus précédent. Le troisième processus est un processus d'exécution qui s'intitule « Diriger et gérer le travail de projet ». Remarquez que c'est le principal processus d'exécution qui met le chef de projet dans une posture de suivi réel de travail sur le terrain. Il consiste à diriger et réaliser le travail défini dans le plan de management de projet et à mettre en œuvre les modifications approuvées. Je souligne ici mettre en œuvre les modifications et les changements approuvés parce qu'il faudrait garder à l'esprit que, quelle que soit la nature du projet, les changements sont indispensables, sont tout à fait naturels. Et donc, le chef de projet doit intégrer dans sa façon de gérer qu'il y a un plan préalable qui pourrait s'inscrire dans une logique prédictive si vous voulez, mais il y aura des modifications qui s'inscrivent dans une posture plus d'agilité et d'adaptabilité du chef de projet par rapport à la dynamique que connaîtra le projet dans le temps. Ce processus garantit une gestion globale du travail et des livrables du projet, améliorant ainsi les chances de réussite de l'ensemble du projet. Pour exécuter ce processus, les inputs sont le plan de management de projet élaboré dans le processus précédent, les demandes de changement approuvées qui peuvent, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir lieu au fil du temps, les facteurs environnementaux, les actifs organisationnels et éventuellement d'autres documents du projet qui peuvent être des contrats, des devis ou autres. Les outils et techniques mobilisés sont le jugement d'experts, les réunions et les systèmes d'information de la gestion de projet. Donc souvent, chef de projet pour gérer une panoplie de données, s'il le fait manuellement, ça va être très lourd et donc il fait appel à des systèmes informatiques qui l'aident dans sa gestion de projet. Par contre, pour ce processus, les outputs sont multiples. Il s'agit ici de transformer des données d'entrée à des livrables, qui sont les résultats attendus, des données de performance d'exécution, qui sont produits à la base du suivi des travaux réalisés par les équipes, des demandes de changement qui peuvent à la fois émerger des équipes ou des autres différentes parties prenantes, et éventuellement, quand on vit cette dynamique, on sera amené à mettre à jour un certain nombre de documents du projet et des actifs organisationnels comme les processus ou les procédures en vigueur au sein de l'organisation. Le quatrième processus est un processus d'exécution également et il consiste à gérer les connaissances du projet. Ce processus-là, c'est un nouveau processus qui a été intégré à la 6e édition du PMBOK et ne figurait pas dans l'édition précédente. Il consiste à utiliser les connaissances existantes et à acquérir de nouvelles connaissances pour atteindre les objectifs du projet et contribuer à l'apprentissage organisationnel. L'intérêt principal de ce processus tient à ce que les connaissances organisationnelles préalables soient exploitées pour produire et améliorer les résultats du projet et que les connaissances tirées du projet soient disponibles pour soutenir les opérations futures dans l'organisation. Les principaux inputs que nous avons ici, c'est le plan de management de projet, les différents documents du projet, les livrables que nous avons produits tout au long des travaux et des activités d'exécution, les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels. Quant aux outils et techniques, on se base toujours sur le jugement d'experts, la gestion des connaissances, qui est une technique aujourd'hui qui a bien évolué, et un certain nombre de soft skills, l'écoute active, le leadership, le networking, etc. Ce qu'on doit ressortir comme output sont les livrables, les données de performance, d'exécution, les demandes de changement, les mises à jour de plans de management de projet, les mises à jour de documents de projet et les mises à jour des actifs organisationnels.
Le cinquième processus est un processus de surveillance et maîtrise et s'intitule « Surveiller et maîtriser le travail du projet ». Il consiste à suivre, revoir, communiquer l'avancement par rapport aux objectifs de performance définis dans le plan de management de projet. Donc, nous avons ici deux choses. Nous avons ce qu'on a défini au plan de management de projet comme objectif de performance, que ce soit sur la dimension budgétaire, la dimension temps, la dimension qualitative, etc., par rapport à ce qui a été réellement produit durant l'exécution des travaux de projet. Il faut donc comparer l'avancement avec des objectifs de performance et s'il y a un écart, il faut agir. Ce qui nous amène à deux notions principales qui sont les notions d'action corrective et d'action préventive. Ces deux notions reviennent assez souvent dans les questions de certification PMP. Quelle est alors la définition des deux actions, les actions correctives et les actions préventives? Les actions correctives sont exécutées dans l'intention de réaligner la performance du travail du projet avec le plan de management de projet. C'est-à-dire, on avait des performances qui étaient, par exemple, à 3 mois d'être à une consommation du budget à 50 000 euros et nous sommes actuellement à 3 mois avec un dépassement de 10 000 euros supplémentaires. Donc, il va falloir voir comment, dans les prochains mois, on va pouvoir réaligner la consommation budgétaire avec ce qui a été prévu dans le temps sur le plan de management de projet. Les actions préventives sont des activités exécutées dans l'intention de s'assurer que la performance future du travail du projet sera alignée sur le plan de management de projet. Donc ici, on ne corrige pas, mais on essaie de faire de la prévention pour qu'on n'ait pas d'écart dans le futur. Maintenant, quand on n'a pas la chance de corriger ni de prévenir, on se retrouve avec des défauts, qui peuvent être des défauts relatifs au contenu, relatifs à la qualité, ou relatifs à d'autres dimensions. Eh bien, ces défauts-là, il va falloir les corriger. Et la correction des défauts consiste à modifier principalement un composant de livrable ou un produit qui n'a pas été conforme, il faut le modifier pour le réaligner avec les critères de conformité établis avec le client. Quels sont les inputs dans ce processus? Principalement, le plan de management de projet qui va nous fournir tous les critères de performance établis sur les différentes, on va dire, bases, les documents du projet, les accords, les informations sur les performances qui émergent de l'exécution réelle des travaux et des deux inputs indispensables, les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels. Les outils techniques, on est sur des outils classiques comme le jugement d'experts et les réunions, mais également deux outils qui sont spécifiques à ce processus-là. C'est l'analyse des données. On doit analyser les données relatives à la performance qui a émergé de la réalisation des travaux et les techniques de prise de décision. Donc, il faut qu'on se mette dans la posture du manager qui utilise un certain nombre de techniques de prise de décision pour pouvoir réaligner, pour pouvoir exécuter des actions correctives ou choisir les actions correctives, choisir les actions préventives ou les techniques qui permettront de corriger les défauts. Les outputs ici sont de nouvelles demandes de changement, des rapports sur la performance d'exécution et la mise à jour, que ce soit du plan de management de projet ou d'autres documents relatifs au projet, comme les contrats. Le cinquième processus est aussi un processus de surveillance et maîtrise qui s'intitule « Mettre en œuvre la maîtrise intégrée des modifications ». Il consiste à examiner toutes les demandes de modification, approuver les modifications, gérer les modifications apportées aux livrables, aux actifs organisationnels, aux documents du projet et au plan de management de projet et communiquer les décisions. Donc regardez ici, nous ne parlons pas que des modifications ou des changements qui sont liés aux livrables, mais on parle de tout type de changement qui pourrait concerner le projet. Que cela porte sur l'approche managériale qui va se refléter dans le plan de management de projet ou sur les différentes facettes des activités qui mènent vers les livrables.
C'est donc un processus très important dans la maîtrise des modifications qui peuvent se révéler nombreuses dans les projets. Le manque de maîtrise des modifications conduit souvent vers des échecs ou des situations conflictuelles complexes qui peuvent parfois aller jusqu'au conflit judiciaire devant les tribunaux. Afin d'éviter cela, il est donc indispensable de maîtriser le processus de modification dans un projet. Ceci consiste à suivre l'enchaînement suivant. Première étape consiste à identifier la modification, qui peut venir de n'importe quelle partie prenante. Deuxième chose, c'est évaluer l'impact. Et l'impact, on peut l'évaluer sur le projet, sur ses objectifs, sur les livrables, bref, sur le coût, sur le budget, sur différentes contraintes relatives au projet. Une fois qu'on a exposé les impacts possibles, il faut identifier les différentes options. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les options qui se présentent pour pouvoir prendre des décisions? Ces options-là, il faut les discuter en interne, souvent avec l'équipe d'exécution. Une fois on les a discutées en interne pour apprécier les options, on va pouvoir les discuter en externe avec les autres parties prenantes externes pour pouvoir prendre la décision finale et dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette demande de modification ou de changement. Ceci passera également par des inputs, plan de management de projet, les rapports sur les performances, les demandes de modification, les facteurs environnementaux et l'actif organisationnel. Les techniques sont que 3, jugement d'experts et réunions, c'est des classiques, et des outils de gestion de modification. Donc il va falloir qu'on soit outillé pour suivre l'ensemble des modifications qui ont été émises, mises en œuvre et suivies durant tout le processus, durant tout le cycle de vie du projet. L'output principal, ce sont les demandes de modification. Ces demandes de modification doivent être enregistrées dans un registre central, qu'on va appeler le registre des modifications, et éventuellement mettre à jour le plan de management de projet et différents documents, parce que ces changements-là pourraient impacter la façon comment on va gérer d'autres contraintes. Le dernier processus est un processus de clôture. Il s'intitule « Clore le projet ou la phase ». Donc n'oubliez pas, on parle de clore le projet ou la phase parce que les processus peuvent être envisagés dans une logique itérative quand il s'agit de grands projets découpés en plusieurs phases. Donc, la clôture pourrait avoir lieu plusieurs fois dans un projet si le projet est découpé en plusieurs phases. Il consiste à finaliser toutes les activités pour l'ensemble des groupes de processus de management de projet afin de le clore formellement. Les inputs sont le plan de management de projet, les livrables acceptés. On parle de livrables acceptés parce que l'acceptation du livrable, elle est inconditionnelle pour passer à la clôture du projet. Les outils techniques, jugement d'experts, réunions et quelques techniques analytiques pour analyser pourquoi certains livrables ont eu des problèmes d'acceptation éventuellement et tirer des leçons pour la phase qui suit ou pour les projets à venir. Les principaux outputs, c'est le transfert du produit vers la propriété du client ou du service ou du résultat final et la mise à jour des actifs organisationnels. Avant de clore ce chapitre, il est important de connaître quelques termes complémentaires qui peuvent être utilisés dans d'autres domaines de connaissances. On parle dans tous les projets d'une situation où le chef de projet doit maîtriser 3 références de base qui régissent sa relation avec les principales parties prenantes. La première référence de base, c'est la référence de base de contenu, ou le scope baseline, qui s'appelle dorénavant dans la 6e édition du PMBOK, la référence de base du périmètre. La deuxième référence de base est une référence de base de délai, qui va constituer l'échéancier de référence à suivre, sur lesquels toutes les parties prenantes se sont mises d'accord avec le chef de projet. Troisième référence de base, c'est la référence de base du coût, qui serait le budget initial défini en commun accord. D'autres termes clés sont à retenir. Quand on parle d'intégration, on parle aussi parfois d'un certain nombre de systèmes. Système de maîtrise des modifications, système de management de la configuration, et au lancement du projet, on parle d'une kick-off meeting.
Le système de modification ou de maîtrise des modifications est un ensemble de procédures, donc un système composé d'un ensemble de procédures qui décrit comment les modifications apportées au livrable du projet et à la documentation sont gérées et contrôlées. Par contre, le système de management de la configuration, il comprend la documentation, les systèmes de suivi et les niveaux d'approbation requis pour autoriser et maîtriser les modifications concernant les caractéristiques des livrables. La kick-off meeting, très connue dans les pratiques de management de projet, c'est la réunion de toutes les parties prenantes clés pour annoncer la date de début de projet. Ainsi, on arrive à la fin de ce chapitre. Dans le chapitre prochain, nous allons découvrir le domaine de connaissances management du périmètre. À très bientôt.